Bonjour et bienvenue à Récits de l'ombre. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire aussi incroyable que tragique. C'est une affaire sordide qui a ébranlé l'Amérique des années 20 et qui reste à ce jour l'un des crimes les plus retentissants du siècle dernier. Alors ouvrez grand vos oreilles car les faits que je vais vous rapporter dépassent l'entendement. Alors avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je vous suggère de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et bien entendu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez et à commenter, bien entendu. Nous sommes le mercredi 21 mai 1924 à Chicago. Il est 18h lorsque Jacob Franks, un richissime homme d'affaires, monte les marches de son imposant manoir. Son majordome l'accueille et lui ouvre la porte. Jacob, tout sourire, le salue avant d'entrer. Il revient d'une longue journée de labeur après avoir conclu une juteuse affaire immobilière, mais ce soir il n'aspire qu'à une chose, passer du temps avec sa femme, Flora, et leurs 3 enfants. Car, voyez-vous, Jacob est ce qu'on appelle une success story, c'est-à-dire qu'il est parti de rien et il a bâti un empire dans les années 1900 en dirigeant au départ une banque spécialisée dans les prêts aux joueurs, puis en devenant président de la Rockford Watch Company et en se lançant dans l'immobilier. En faisant cela, il est devenu immensément riche. C'est une fortune qui, si on devait l'adapter à aujourd'hui, serait aux environs de 60 millions d'euros. Mais, en ce 21 mai 1924, Jacob n'a qu'une priorité, profiter des siens. À peine a-t-il franchi le seuil de sa demeure qu'il se délaisse de son chapeau, de sa veste, pressé de retrouver sa chère Flora. Il a en tête de lui proposer un petit voyage pour le week-end. Mais, quand il la trouve enfin, c'est une toute autre discussion qui s'engage. Flora est inquiète, très inquiète. Leur fils cadet, Bobby, 14 ans, qui rentre généralement directement après l'école, n'est pas là. Il est déjà 18h et elle ignore totalement où il se trouve. Jacob, agacé, tente de la rassurer. Bobby n'en est pas à son premier retard. C'est un gentil garçon, il est le plus doué de sa classe, dit-on. C'est un élève brillant de la prestigieuse école pour garçons voisine. C'est un athlète accompli d'ailleurs, mais il a un petit côté tête en l'air. Le frère aîné de Bobby a d'ailleurs une piste. Et s'il était tout simplement en train de jouer au tennis avec leur cousin Richard, juste en face? C'est fort possible, après tout, lui qui passe son temps sur leur cours privé, malgré leur différence d'âge, en fin de compte, parce que Bobby n'a que 14 ans et Richard, son cousin, en a 18. Mais cela ne les empêche pas d'être inséparables. Jacob décide donc d'en avoir le cœur net, il ressort, traverse la rue pour voir si Bobby est chez Richard, pendant que Flora continue à appeler tous les proches pour glaner des informations. Car il faut que vous sachiez une chose, c'est que les Franks ne vivent pas dans un quartier ordinaire. South Kenwood est le quartier le plus huppé de Chicago et peut-être même des États-Unis à l'époque. Vous pouvez vous imaginer des avenues bordées de somptueux manoirs où résident les plus grandes fortunes du pays. Les familles, elles sont si riches qu'elles ont des armées de domestiques, des majordomes, des chauffeurs et des voitures personnelles. Souvenez-vous, on est en 1924, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une voiture. Nous sommes donc dans un véritable cocon doré pour les gens fortunés. Mais revenons à Jacob qui arrive devant la demeure de Richard. Il jette un coup d'œil sur le côté, là où trône le court de tennis et où généralement s'ébattent Bobby et Richard, mais rien. Pas âme qui vive. La maison elle-même, d'ailleurs, semble étrangement silencieuse. Il n'y a pas de Bobby à l'horizon. Décontenancé, Jacob rentre chez lui. À l'intérieur, c'est une Flora au bord de la crise de nerfs qui l'attend. Elle lui apprend qu'un des camarades de Bobby lui a dit que ce dernier, après un match de baseball, était reparti à pied vers 17h. Depuis, plus rien. Le terrain de sport n'est qu'à 3 pâtés de maison, c'est une petite promenade de santé. Bobby aurait dû être rentré maintenant depuis belle lurette. Cette fois, Jacob ne peut plus cacher son angoisse. Il appelle son vieil ami, un sénateur, à la rescousse pour ratisser le quartier. Alors ensemble, ils marchent à vive allure en direction de l'école, passent le terrain de baseball désert, cherchent un signe de vie, en vain. Ils poussent donc jusqu'à l'école, ils espèrent que Bobby soit enfermé, si on peut espérer une telle chose. Ils trouvent une fenêtre ouverte, s'y engouffrent et fouillent l'établissement de fond en comble. Mais de Bobby,
nulle trace. De retour au manoir, c'est la douche froide. Flora ne répond pas. Jacob se précipite dans le salon, suivi de près par le sénateur, pour découvrir sa femme évanouie sur le sol. À ses côtés, gît le téléphone. Il la secoue, la ranime, et Flora, en larmes, leur explique ce qui vient de lui arriver. Juste après leur départ, un homme inconnu l'a appelé. Il affirme avoir enlevé Bobby. Bobby est en vie, mais si la police est prévenue, il mourra. Le malfrat promet de rappeler bientôt avec ses instructions. Cette nuit-là, le couple Franks et leur ami sénateur restent sans dormir, tétanisés et à peser le pour et le contre. Leur cœur de parents les pousse à appeler la police, mais la peur de mettre Bobby en danger les taraude. Ils optent finalement pour une solution médiane, prévenir les autorités, mais les supplier d'agir dans la plus grande discrétion, parce que Bobby est peut-être toujours en vie et il faut à tout prix éviter de braquer ses ravisseurs. Dès l'aube, Jacob et son ami sénateur se rendent au poste de police, ils s'entretiennent avec le plus haut gradé et ils lui font jurer le secret. Et c'est chose faite. L'enquête sur l'enlèvement de Bobby peut commencer en toute confidentialité. Au même moment, le matin du 22 mai 1924, un autre événement se produit, apparemment sans lien avec cette affaire, ailleurs dans la ville. Un certain monsieur Morton D. Ballard gare une luxueuse voiture Willis Knight dans un parking de société de location de voitures du centre-ville de Chicago. Il rend les clés, échange des politesses avec l'employé, puis s'en va retrouver un ami, monsieur Louis Mason, qui l'attend dans une autre voiture. Ensemble, ils s'éloignent, avalés par la métropole. Pendant ce temps, les Franks reçoivent une lettre des kidnappeurs réclamant une rançon de $10 000. C'est une petite fortune à réunir en billets de banque non marqués en échange de la vie de leur fils. Une course contre la montre s'engage. Jacob, prêt à tout, bien entendu, réunit la somme à la banque en un temps record, mais avant même qu'il ne puisse la remettre au point de rendez-vous, un coup de fil vient doucher tous ses espoirs. Les enquêteurs ont trouvé un indice terrible qui va faire voler en éclats le secret de l'affaire. Mais n'allons pas trop vite. Pour comprendre ce coup de théâtre, il nous faut revenir quelques jours en arrière, le 7 mai exactement, c'est-à-dire 2 semaines avant le drame. Ce jour-là, un certain Morton D. Ballard loue la chambre 1031 de l'hôtel Morrison, toujours à Chicago. Un détail intrigue le personnel de l'hôtel, c'est que Morton ne semble jamais occuper sa chambre. Il se contente de venir chercher son courrier à l'accueil. Une femme de ménage, soupçonneuse, qui veut bien en avoir le cœur net, finit par entrer dans la chambre 1031 pour découvrir qu'il n'y a qu'une seule valise. C'est une valise remplie de livres de bibliothèque pris plus ou moins au hasard. Il n'y a aucun habit, il n'y a aucun effet personnel. Curieux, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Peu après, Morton disparaît sans laisser de traces, en laissant une note salée, impayée. Le 9 mai, maintenant, soit 2 jours plus tard, ce même Morton ouvre un compte en banque en ville et se présente à cette fameuse société de location de voitures pour obtenir la Willis Knight. Comme ce n'est pas un véhicule donné à n'importe qui, il lui faut une caution et un garant, et c'est là qu'intervient son ami Louis Mason. Quelque temps plus tard, les deux comparses font une drôle de rencontre dans le quartier chic des Franks. Devinez qui ils croisent? Bobby, qui marche seul sur le trottoir. Louis semble bien le connaître et il demande à Morton de s'arrêter pour parler un petit peu matériel de tennis avec Bobby. Le temps de discuter raquettes et balles, et Louis propose au gamin de le ramener. Bobby est tout content, il grimpe à l'avant, Louis passe à l'arrière, la voiture redémarre en direction du manoir des Franks. Et c'est là que tout bascule. Alors que Bobby parle avec animation, Louis sort un ciseau à bois de sa poche et frappe l'adolescent à l'arrière du crâne. Encore, et encore, et encore. Le pauvre Bobby hurle, se débat, mais Louis, comme possédé, le tire à l'arrière et continue de le rouer de coups. Il l'étrangle avec un chiffon jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Morton, imperturbable, continue de conduire comme si de rien n'était. Les deux hommes roulent jusqu'en Indiana, s'arrêtent manger un morceau avec le corps sans vie de Bobby gisant derrière eux, ça ne le gêne pas du tout. Et puis, arrivés dans une forêt, ils traînent le garçon déshabillé et l'abandonnent dans un conduit sous une voie ferrée. C'est là que Morton passe ce fameux coup de fil à Flora Franks en lui laissant croire que son fils est toujours en vie.
Ce n'est que le lendemain, alors que la police commence son enquête et que Jacob est en train de réunir la rançon, qu'un promeneur découvre l'horrible vérité dans les bois. Mais surtout, à côté du petit corps martyrisé, il y a un objet. Il y a une paire de lunettes d'un modèle unique au monde. Il n'y a qu'un seul magasin qui vend ces lunettes. Morton les a perdues et les enquêteurs vont réussir à tracer ces lunettes jusqu'à leur propriétaire et de là arrêter les deux comparses. Sous le pseudonyme de Morton D. Ballard se cache en réalité un dénommé Nathan Leopold. C'est un jeune prodige de 19 ans. Il est étudiant, il parle 5 langues, il est diplômé de l'université et s'apprête à intégrer la prestigieuse Harvard. Mieux, c'est un ornithologue de renom, il est bien connu au niveau national, et son père est richissime et est président d'une compagnie maritime. Le profil de son complice est encore plus sidérant. Lewis Mason s'appelle en fait Richard Loeb. 18 ans, c'est le cousin et le meilleur ami de Bobby. Leur alibi pour approcher le garçon, c'était donc le tennis, et tout comme son acolyte, Richard est en fait un surdoué, le plus jeune diplômé de l'université du Michigan. Son père a fait fortune dans le grand magasin de détail Sears et il s'apprête à prendre sa retraite pour financer les études de droit de son fils. 2 enfants gâtés, 2 enfants riches, au quotient intellectuel proche du génie, qui avaient le monde à leurs pieds, mais qui, pris d'une folie meurtrière, ont orchestré l'impensable. Lorsque la police les interroge, les 2 suspects avouent sans embâche, sans problème. Ils expliquent avoir agi non pas pour de l'argent, dont ils se moquent totalement, $10,000, c'est absolument rien pour eux, mais pour se prouver leur supériorité intellectuelle. Ils sont tous 2 lecteurs de Nietzsche et ils se voyaient comme des surhommes au-dessus des lois et au-dessus de la morale. Pauvre Bobby, qui a servi de cobaye à leur délire. Ils ont donc créé 2 faux noms, Morton D. Ballard et Lewis Mason, puis ils ont réservé la chambre 1031 à l'hôtel Morrison. Ils n'ont jamais eu l'intention de séjourner dans cet hôtel et ils ont laissé une valise donc pleine de livres à l'intérieur de la chambre pour faire croire qu'ils y séjournaient. En fait, la seule raison pour laquelle ils ont réservé cette chambre, c'est qu'ils ont besoin d'une adresse postale physique liée à leur fausse identité. Donc après avoir réservé leur chambre, ils commencent à s'envoyer du courrier, ou plutôt à envoyer du courrier à Morton D. Ballard et à Lewis Mason à l'hôtel Morrison, chambre 1031. Après avoir collecté ce courrier, cela va leur servir de preuve de leur nom et de leur adresse légale. Ils peuvent donc ouvrir un compte en banque à Chicago. On était bien avant l'époque où on pouvait avoir la facture d'électricité, etc. Et ils y déposent de l'argent. Ils utilisent ensuite leur preuve de nom et l'adresse légale pour louer la voiture Willis Knight et utilisent l'argent de leur faux compte bancaire pour la payer. Une fois qu'ils ont leur voiture de luxe, il est temps de tuer. Alors le procès qui s'ensuit défraie la chronique. Les accusés qui sont issus de la haute société bénéficient d'un traitement de faveur jusque dans leur cellule, mais les faits sont trop accablants et Nathan Leopold et Richard Loeb écopent de la prison à perpétuité. La famille Franks, elle, ne s'en remettra jamais. Le père, Jacob, succombe à sa peine 4 ans plus tard. Quant aux 2 assassins, leur destin sera à la hauteur de leur crime. Nathan est assassiné par un codétenu en 1936, tandis que Richard, libéré sur parole, finira ses jours en 1971. Le meurtre de Bobby Franks restera dans les mémoires comme le crime du siècle. Ce crime abominable, prémédité par 2 jeunes hommes riches et brillants qui se prenaient pour Dieu. Ils croyaient que leur génie les plaçait au-dessus de l'humanité, mais comme le dit si bien Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et rien, absolument rien, ne saurait justifier de s'en prendre à un innocent. Pour finir, plongeons-nous un instant dans l'analyse psychologique qui a été faite de ces 2 personnages, Nathan Leopold et Richard Loeb. Comme je l'ai déjà dit, Nathan Leopold était un jeune prodige avec un QI extrêmement élevé. Il parlait donc 5 langues, était ornithologue respecté au niveau national et son intelligence exceptionnelle aurait pu laisser penser qu'il avait tout pour réussir de manière légitime. Mais, comme vous pouvez le voir, une intelligence élevée ne garantit pas une stabilité émotionnelle ou une morale intacte. Si ce n'est pas un problème nécessairement d'avoir un QI extrêmement élevé, ça n'est pas toujours une protection contre tout.
Léopold avait de toute évidence des traits de manipulateur, de contrôle. Il a utilisé la fausse identité, il a planifié minutieusement le meurtre. Donc on peut voir qu'il y a là des comportements typiques de troubles narcissiques et antisociaux. Il y a une totale absence de remords après le meurtre de Bobby Franks, qui donne donc une bonne piste sur une insensibilité émotionnelle, qui est donc un signe clé et indispensable du trouble de la personnalité antisociale, aussi appelé sociopathe ou psychopathe. Léopold était fasciné par le concept du surhomme de Nietzsche. Il croyait que sa supériorité intellectuelle le plaçait au-dessus des lois, au-dessus de la morale, et donc cela reflète une vision très narcissique de soi, exacerbée donc par des idéologies élitistes. En gros, on pourrait dire que c'est le portrait du nazi parfait, du SS parfait de l'époque. Quant à Richard Loeb, tout comme Léopold, c'était un génie précoce. Il a obtenu son diplôme de l'Université du Michigan à seulement 17 ans. Loeb, cependant, donnait l'impression d'être sous l'influence de Léopold. La dynamique de leur relation suggère que Loeb était psychologiquement dépendant de Léopold. Il a activement participé au meurtre, il a montré une capacité à la violence brute et à un total manque d'empathie. Et apparemment, Loeb cherchait des sensations fortes et une validation intellectuelle en suivant les fameux idéaux de Nietzsche. Si on se base sur la théorie de l'apprentissage social de Bandura, on peut comprendre plus facilement la dynamique entre Léopold et Loeb. Loeb, impressionnable, a modelé ses comportements et ses croyances sur Léopold parce qu'il le considérait comme une figure d'autorité. Ils souffraient tous deux d'un biais de supériorité, ils croyaient qu'ils étaient au-dessus des lois, des normes sociales, et donc ce biais, combiné à une probable déshumanisation de leurs victimes, leur a permis de justifier leurs actions. Et Léopold et Loeb montraient des signes du trouble de la personnalité narcissique, avec un sens grandiose de soi, un besoin constant d'admiration, ainsi que certains traits de la personnalité antisociale, incluant donc les comportements manipulateurs et un manque de remords. Mais tous ces deux-là peuvent aussi parfaitement correspondre à une personnalité narcissique. Donc je serais assez partagé entre les deux. C'est donc sur les portraits de ces deux tristes cires et sur ces derniers mots que je vous laisse méditer. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain Récit de l'ombre. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end et à bientôt.